Donc, maintenant, je vous présente officiellement notre trio politique du jour. Je me sens vraiment à Penelope McQuaid. Le trio politique du jour. Avec Christelle Marilène Papineau, qui est fondatrice de Rose sur Vert Communication. Bonjour, Christelle. Bonjour, Maude. J'ai également Tori Bouchard-Côté, qui est membre du Conseil jeunesse de Verdun. Bonjour, Tori. Salut. Et Dominique Vézina, entrepreneur social et observateur politique. Salut, Maude. Allô. Donc, merci d'être là à tous les trois pour cette matinée politique. Il y a déjà eu le vote par anticipation dimanche. Il y en a peut-être parmi vous. C'est fait. C'est fait pour toi, Dominique. Super. Moi, je vais y aller le 2 novembre. Là, Moi ça, aussi. c'est sûr. Moi aussi, le 2 novembre. J'aime bien la journée même. Ouais, il y a comme une fébrilité que j'aime bien vivre, en fait. Assurément. Ouais. Puis en même temps, il y en a qui sont comme stratégiques, qui se disent, si je vais au vote par anticipation, ça donne déjà le ton. On est capable peut-être d'influencer un peu les gens qui vont aller voter la journée même. Il y en a qui se donnent ce laps de temps-là pour évaluer un peu là, comment ça se passe. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on parle, entre autres, de ça pour vous éclairer un petit peu plus pour celles et ceux qui nous écoutent sur des choix à faire. Là, on n'ira pas nécessairement dans la partisanerie, mais on va exposer, en tout cas, des aspects qui nous semblent importants à nous dans notre regard. Puis, Christelle, pour ta part, tu vas regarder l'angle qui est davantage communicationnel, médiatique de la campagne jusqu'à présent. Avec Dominique, ça va être l'angle plus pédagogique. On y va de manière générale. Expérience électeur. Expérience électeur aussi. C'est bien dit, ça, Dominique. Et puis, Tori, tu vas avoir l'angle jeunesse avec nous, justement, de par ton implication dans le Conseil jeunesse de Verdun à titre de présidente. Je dois le mentionner quand même, Madame la présidente. Et donc, voilà. Lançons-nous dans cette arène politique. C'est ça. À nous quatre. C'est une posture quand même qui est plus confortable. Oui, c'est ça. Oui, définitivement. Nous, on est du côté easy, on dira comme ça. Christelle, est-ce que tu veux peut-être faire une revue de ce que tu as remarqué? Là? Tu sais, déjà, il y a 2 semaines, tu nous avais fait remarquer certains aspects au niveau communicationnel à différents niveaux de la campagne. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as remarqué d'autre là, dans les dernières semaines? Donc, il y a quand même la campagne d'élection Montréal qui a capté mon attention, qui vient de sortir, donc pour amener les jeunes. D'ailleurs, Tori, tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Donc, on sait que les 35 ans et moins, c'est là que la mobilisation aux élections, on parle montréalaise, est la plus faible. C'est bien ça. Et donc, Élection Montréal a sorti une campagne qui est magnifique, donc qui est sortie depuis, je pense, à peu près quelques jours, où est-ce qu'on encourage vraiment les jeunes avec des arguments plus donc sur la démocratie, puis on met de l'avant l'aspect du collectif aussi. Donc, on essaie de rallier cette tranche d'âge-là qui peut voter, aller voter avec ces arguments-là. Et on sait que, pour moi, la démocratie, ça a été vraiment, donc, pour qu'on a entendu beaucoup trop peu parler dans cette campagne électorale, je trouve, de façon générale. Donc, avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est hyper inquiétant. Le système démocratique est super fragilisé avec Donald Trump actuellement. Et donc, pour moi, on dirait que aujourd'hui, j'ai envie de commencer en disant allons voter, c'est important. On est dans un système démocratique et on dirait qu'avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ces élections-là me permettent encore plus de voir la chance qu'on a, donc de reconnaître qu'on a ce pouvoir-là comme citoyen et citoyenne d'élire les gens qu'on veut voir au pouvoir. Et ce n'est pas rien. Sur la planète, on s'entend qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont même pas ce luxe-là. Et donc, bref, cette campagne-là d'Élection Montréal m'a marqué. Je ne sais pas, donc, d'un point de vue communicationnel, si amener ces éléments de démocratie, de collectif sont les bons arguments. On a très peu entendu parler dans les élections montréalaises de ces 2 chapeaux-là, démocratie. Donc, construire une campagne auprès de jeunes qui ne sont pas enclins à voter en mettant l'argument de la démocratie, du collectif, peut-être qu'on appelle ça un peu comme un long shot, si on peut dire en français. Et souvent, ce qui va amener ceux qui sont très indécis ou peu enclins à voter, c'est beaucoup qu'est-ce qu'ils vont avoir au niveau du gain individuel. Donc, en mettant de l'avant la démocratie et le collectif, je me demande si c'est une bonne stratégie pour sortir le vote auprès des jeunes. Peut-être, Tori, tu pourrais rebondir là-dessus. Oui, effectivement. Ben, en fait, le point au niveau de
Élection Montréal, avec son axe communicationnel, selon moi, comme tu dis, ça aurait été c'est un petit peu un long shot, l'angle qui a été porté pour ces élections-là, surtout si on tient à viser les plus jeunes, parce que comme on en a discuté tout à l'heure, mais ce qui est important à savoir, selon moi, l'impression que j'ai avec les jeunes et cette tranche d'âge-là, c'est que de plus en plus, on est dans une société qui s'individualise. Donc, j'aurais misé, ça avait été ma campagne, bien évidemment, mais j'aurais misé plutôt sur l'aspect de communauté. C'est quoi le gain? Parce que il faut qu'on puisse percevoir le gain à nous. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à aller voter? Qu'est-ce que nous, les jeunes, gagnons à aller voter et à exercer notre droit? Donc, c'est une question auquel j'ai pas nécessairement la réponse tout de suite, mais je trouve aussi que c'est important, comme tu l'as dit, de venir rappeler cette importance et on a cette chance-là de pouvoir nous-mêmes élire nos élus, nos candidats. Donc, j'aurais fait le point là-dessus, selon moi, si j'avais été élection de Montréal. Mais c'est aussi, selon moi, c'est que les jeunes ont moins tendance à s'impliquer en politique municipale parce qu'ils ne comprennent pas le palier du municipal. C'est un gouvernement qui est de proximité, c'est un gouvernement qui est important. C'est là où on voit, selon moi, les plus gros changements parce que ça impacte directement là où on vit, les commerces de proximité, etc. Donc, je parle un petit peu, on passe du coq à l'âne, permettez-moi, mais c'est selon moi, c'est des aspects qui sont hyper importants en tant que jeune. Fait que c'est de trouver un moyen d'allier cette communauté-là et se dire, hey, on est tous ensemble, on est tous et toutes ensemble. Genre, c'est pour nous, c'est pour notre communauté. Puis, il faut des villageois pour faire un village. Fait que c'est selon moi, c'est pas tout le monde qui a malheureusement ce point de vue, mais c'est important de le rappeler. Et c'est ce sur quoi j'aurais misé si j'avais été en charge de la communication à Élection Montréal. D'ailleurs, tu es étudiante en pratique de communication à l'Université de Montréal actuellement. Donc, exactement. Fait que ça se passe bien. Oui, j'ai un regard. Mais on parlait de Donald Trump tout à l'heure, mais malheureusement, cette montée-là où on a peur pour notre démocratie, elle se voit beaucoup plus que juste aux États-Unis. On la voit partout à travers le monde. On a eu un bon exemple avec la Géorgie. On a eu un bon exemple avec le Brésil aussi récemment. Donc, c'est important à souligner. On a peur de dire, on a peur de se mouiller, mais la démocratie est un petit peu, selon moi, elle commence à s'affaiblir, puis il faut le rappeler. Il faut le rappeler qu'on est chanceux d'être ici. Donc, allons voter, exerçons notre droit de vote, allez voter le 2 novembre. Puis je vais rajouter, merci Tori, puis dans un cas où Boucherville, la ville de Boucherville, Jean Martel est réélu sans opposition pour un 5e mandat consécutif. Moi, ça me fait poser des questions sur notre démocratie. Ça peut, je me dis, cet homme-là n'a pas d'opposition dans une des plus grandes villes du Québec. Comment ça? Est-ce que se présenter, former un parti fort est devenu peut-être trop complexe, trop cher, trop, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais pour moi, est-ce que c'est démocratique d'élire pour la 5e, pas d'élire, d'être réélu par acclamation une 5e fois à la tête d'une aussi grande municipalité? Je me questionne fortement sur cet aspect-là de la démocratie. Après, peut-être qu'un élément qui serait intéressant à regarder, c'est la mairie. Donc, qui est peut-être élu par acclamation. Est-ce que c'est la même chose pour les conseillers ou est-ce qu'il y a un peu de diversité au niveau des points de vue des conseillers et conseillères? On n'a pas ce regard-là nécessairement. Il faudrait aller le voir là, plus spécifiquement, mais en effet, si on est élu par acclamation année après année, élection après élection, ce serait doublement important d'avoir des représentants et des représentantes diversifiés autour du conseil pour justement exprimer la voix diversifiée de la population. Mais c'est vrai que c'est curieux qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas cette opposition qui se crée au sein de cette communauté qui est quand même grande, qui est nombreuse. On ne parle pas d'un tout petit village où est-ce que tu dis, bon, OK, je comprends peut-être un peu plus. On parle de Boucherville. Oui, c'est ça. Il y a personne j'ai parlé, mais totalement. Puis la mairesse Fournier, ça a été possiblement la même chose. Dernière minute, elle a eu son opposition, mais elle n'en avait pas jusqu'au 3 octobre dernier. Donc, bref, c'est vraiment... on se pose des questions à ce niveau-là, définitivement. Donc, de désintérêt peut-être de la politique ou de... Si vous me permettez, moi, en tout cas, j'ai fait mes devoirs depuis 2 semaines à plein d'égards, mais j'ai écouté le fameux documentaire « Qui veut encore faire de la politique ?» animé par Régis Labaume, et c'était percutant. Autant les balados que le documentaire, c'est percutant. Il va à la rencontre de 6 élus différents en région urbaine, en région régionale, plus éloignée, et on entend vraiment le cri du cœur, et on peut comprendre, et ça peut peut-être répondre à la question dont tu viens de poser, Christelle, ceux qui ont ressenti de l'anxiété
pendant leur mandat, ça dépasse les 74%. Ceux qui ont vécu de l'intimidation, ceux qui ont vécu des propos haineux et tout ça, dépassent des chiffres assez incroyables. Donc, nécessairement, il faut se poser la question, est-ce qu'on a la couenne assez dure, comme disait dans le reportage une des élus de Chibougamau? Est-ce qu'on a la couenne assez dure pour faire de la politique? Est-ce qu'on a envie de vivre ça? Et la quotidienneté, c'est-à-dire de rencontrer des gens à l'épicerie, des gens au coin de la rue qui nous invectivent ou qui nous... Bon, des fois, on doit avoir des petites tapes dans le dos, mais j'ai l'impression que les tapes dans le dos sont plus rares que les gens habitent virtuels. Hein? Oui, effectivement. C'est une question, veux pas, qu'on se pose aussi en tant que jeunes impliqués en politique, que ce soit à politique ou que ce soit dans le communautaire. Selon moi, ces deux-là sont interreliés. Mais c'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai le goût de me mouiller et de m'impliquer en politique alors que toutes ces retombées, on le voit, puis c'est même plus juste au niveau des commerces de proximité de se faire interpeller dans la rue. Les femmes en politique, on ajoute un petit cran à ça. Et en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, on a comme en tant que société, je trouve qu'on a comme toléré en fait, ces discussions-là qui sont portées à l'égard d'une autre personne à travers les réseaux sociaux. Je trouve ça inadmissible, puisque les exemples qu'on a vus avec Catherine Fournier, les exemples qu'on a vus avec Valérie Plante, puis des personnes qui sont... Hey, on parle de Longueuil, on parle de Montréal. C'est pas des mairesses dans un petit où on n'est pas au courant de ce qui se passe. On voit absolument tout sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sûre qu'il y a effectivement ce lien-là avec une politique, en fait, une société aujourd'hui où tout est relié, tout est accessible. On a peur de se mouiller parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Qu'est-ce qui pourrait être retenu contre moi? Il y a tout ça, puis il y a la radicalisation aussi. Il y a des clivages qui se créent de plus en plus fortement. Et là, tu parles de tout ce qu'on peut recevoir potentiellement sur les médias sociaux. Effectivement, est-ce qu'on a la couenne assez dure? Moi, j'oserais pas. C'est ce que je me dis. C'est parce que je regarde ça aller, puis c'est très, très difficile. On parle pas d'hypermédiatisation, mais moi, je le souligne, là. Je pense qu'on est dans une ère, en effet, on le sait, là, des médias sociaux, mais en fait, du commentage aussi. Et donc, nécessairement, tout ça fait en sorte qu'il y a une pression, même avant de te présenter, il y a une pression. Donc, la question est pertinente. La question est pertinente. Tout à fait. J'aimerais rebondir sur l'aspect féministe de la campagne. Je trouve qu'on a vu aussi des éléments qu'on voyait moins dans les autres campagnes. Justement, je pense que, bon, comme femme, j'ose croire que le féminisme prend de plus en plus d'ampleur au Québec. On y travaille. Mais je souligne donc une sortie de Marjorie Champagne et Micha Horswil, je m'excuse si je prononce mal, de Transition Québec, donc à Québec, et leur chef Jackie Smith, qui a dénoncé publiquement certains comportements problématiques de d'autres candidats hommes, en fait. Donc, c'était quand même intéressant de voir les femmes dire, bon, mais là, on laisse les égaux à la maison dans cette campagne électorale, chose que j'avais très peu vue en 2021. Ou sinon, on a le candidat, donc, M. Luc Martel à Saint-Sauveur, qu'il y a une histoire, en fait, qui est sortie dans les médias, comme quoi il avait touché les seins, donc, d'une conseillère de ville dans un party de Noël. Là, on est un peu dans le potinage, mais sinon, que ces éléments-là qui nous paraissaient banals. Moi, il y a 20 ans, j'en ai vécu ce genre de situation-là dans des parties de Noël, mais là, qui deviennent finalement, on met la lumière là-dessus en disant, c'est inacceptable qu'un candidat, donc, ait fait ça dans un party de Noël. C'est des petites informations au niveau communicationnel dans les médias, mais ça démontre quand même que ces gestes-là ne sont plus tolérés dans la société. C'est intéressant. Ils passent plus inaperçus, effectivement. Et sur ces belles paroles, Christelle, on va s'en aller vers une courte pause. Mais on revient sur cette lignée du féminisme dans la politique tout de suite après. Donc, je suis toujours en compagnie de Dominique Vézina, Tori Bouchard-Côté et Christelle Marilyn Papineau. On se retrouve après la pause. De retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis toujours en compagnie de Christelle Marilyn Papineau, Dominique Vézina et Tori Bouchard-Côté, notre trio politique du jour. Et donc, on était parti sur la lancée du féminisme dans la politique et d'être capable maintenant d'aborder des choses qui n'auraient peut-être pas été abordées auparavant ou qui n'auraient pas été mises en lumière par rapport à d'autres candidats. Et il y a quelque chose que je voulais demander à Tori tout à l'heure, parce que là, on parlait de l'implication des jeunes, de l'intérêt des jeunes envers la politique. Toi, tu te considères un peu en marge de la majorité en ce sens que tu as un intérêt,
ta jeunesse s'est construite aussi avec ces apprentissages-là. Ouais, Parle-nous un petit peu de ce chemin-là, justement. En fait, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'esprit de communauté puis le service communautaire est interrelié maintenant avec la politique. Parce que c'est comme ça qu'on apprend justement le village. Donc, tantôt, je disais, ça prend des villageois pour faire un village. Mais c'est comme ça. Puis, je pense que on a été le meilleur exemple. Puis, Maud et moi avons été voisines par le passé. Donc, sachez-le. Donc, c'est au cas où ça sortirait à un moment donné. Oui, voilà, non, mais tout s'est super bien passé, en fait. Non, mais sérieusement, c'est cette entraide entre voisins, etc. Moi, j'ai un père qui a fait les scouts. Son père, à lui, a fait les scouts. J'ai continué les scouts. Mon père m'a animé aussi. Fait que ça run dans la famille. Puis, on arrive à justement à percevoir un petit peu le premier palier qui est le palier municipal, le palier de gouvernement de proximité. Donc, j'ai un petit peu grandi dans ça, alors que mes parents n'étaient pas nécessairement impliqués en politique, mais il y a comme un changement dans la société où on a associé ce service de communauté puis la communauté aux politiques. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai fait le saut. Puis, je pense avoir aussi été dotée d'un petit sentiment justicier quand j'ai grandi. Donc, j'ai comme voulu... je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui arrivaient dans le monde qui me semblaient d'une solution tellement simple, tellement facile. Puis, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que je me suis recadrée encore une fois, sur le gouvernement de proximité, donc vraiment municipal. Puis, j'ai trouvé tout bonnement un jour une annonce sur Facebook qui annonçait que on avait un conseil jeunesse à Verdun qui cherchait à recruter des nouveaux membres. Histoire de parler des enjeux municipaux, puis qui avait déjà un canal bidirectionnel, en fait, avec la mairie. Donc, moi, j'ai trouvé que cette porte ouverte-là, en fait, c'était une opportunité qui était incroyable, que j'ai saisie à deux mains, puis je suis là, ça fait 4 ans. Oui. Ça fait 2 ans, je termine mon dernier mandat de présidente. Donc, oui, ça se passe super bien. On a des jeunes engagés. C'est des jeunes qui veulent démystifier, selon moi, la politique municipale. Ce serait le meilleur mot pour dire. Ce serait d'outiller les jeunes aussi. Donc, on a différents jeunes à Verdun. On a une école secondaire anglophone. On en a une francophone. On a Île des Sœurs. Donc, il y a comme ces issues qui sont sur le transport en commun, etc. Donc, toutes des choses qui peuvent avoir un enjeu direct sur les jeunes. Donc, on parle avec la mairie, peu importe l'administration qui siège, puis on fait ces échanges-là. Ils viennent nous chercher quand ils ont besoin d'avis sur les enjeux de jeunesse. Puis, à l'inverse, nous, on va porter notre avis si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui est important pour nos jeunes à Verdun. OK. Donc, le rôle du conseil jeunesse, c'est vraiment celui-là, soit de porter la voix des jeunes auprès de la mairie et d'aller aussi dans la communauté. Oui, on fait des ateliers depuis 7 ans. Donc, ça a commencé avant que je sois là, mais c'est mon activité préférée. On se rend dans l'école secondaire de quartier francophone, donc école Monseigneur Richard. Puis, dans les classes de secondaire 5, on est en contact avec un professeur sur place qui, maintenant, c'est le cours de PPO, je pense que ça s'appelle. Okay. Projet d'orientation, peu importe. Voilà, merci. Merci, Dominique. Puis, donc, ce qu'on fait, c'est que on initie un petit peu les jeunes à la démocratie. Donc, on parle de Verdun, on parle de Montréal, on parle de la différence entre l'île de Montréal et la ville de Montréal. Puis, par la suite, c'est que c'est eux pour leur servir de débat. Donc, Mathieu Lorrain, le nom du professeur, nous mandate de trouver 3 sujets de débat. Mais nous, ce qu'on fait, puisqu'on parle de politique municipale puis qu'on parle de gouvernement de proximité, c'est qu'on utilise des débats qui ont mobilisé les jeunes par le passé ou qui vont le mobiliser. Donc, on a parlé de la pétonisation sur Wellington. Est-ce qu'on l'a fait à l'année? On a parlé du natatorium, qui est un bâtiment qui devait être restauré, qui l'était pas finalement, là, qui vient d'annoncer qu'il... Donc, il y avait beaucoup de petits débats comme ça. Donc, ça apprend non seulement les jeunes à fouiller sur les enjeux qui traînent dans leur quartier à eux, puis, d'un autre côté, ça les initie à cette démocratie municipale-là. Donc, c'est vraiment cool comme atelier. Vraiment, vraiment intéressant comme parcours. Merci, Tori. Et je sais, Dominique, que toi, tu as écouté tous les débats qui se sont faits. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai écouté tous ceux qui étaient offerts sur des plateformes télévisées. Oui, d'accord. Exactement. Donc, là, j'ai fait le tour du Québec pour entendre les grands débats. Est-ce qu'on a parlé du natatorium de Verdun? Non, mais j'ai vu la bonne nouvelle, par contre, cette annonce qui va raviver ou
ramener en effet ce patrimoine, endroit où je me baignais quand j'étais très jeune, j'étais Verdinois. Bon, on est tous de Verdun, finalement, sauf Christelle, sauf moi. C'est une table verdinoise. Oui, c'est ça. Wow, là. Donc oui, en fait, j'ai écouté tous les débats. Ça a été une expérience, ma foi, je les ai écoutés un après l'autre. Donc, faut se le dire, c'est à peu près 4h30 au total. Wow. Et faut le dire, là, moi, je m'étais préparé ce matin en interpellant différents enjeux, en parlant de feu vert, feu jaune, feu rouge. Je vais peut-être essayer d'improviser un peu à partir de cette question-là que tu me poses, Maude, mais nécessairement, ce que j'ai constaté, évidemment, c'est un ton quand même assez hargneux et assez combattant. Ou combatif au niveau du débat qu'il y a eu à Montréal, à Québec, même à Chicoutimi, au Saguenay, pardon. Donc, tout le monde amène son point de vue. Il y a beaucoup, je trouve, c'est très difficile. En tant qu'électeur, là, moi, j'essaie de me poser tout le temps la question. Là, je reçois tout ça, je suis informé. Je prends la peine d'aller voir toutes les sources d'information, qu'elles soient celles de ma chambre d'écho ou pas. Et sincèrement, à la fin de ces débats-là, je me pose la question pour qui je voterais. Puis des fois, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce qu'il y a beaucoup de désinformation aussi. Hein. T'as une joute oratoire qui se passe en disant, ben voici moi ce que j'ai à proposer. L'autre va dire, c'est faux ce que vous avez dit, c'est pas ça que vous avez fait. Puis l'autre en renchérit en disant, ben moi j'étais pas là, donc vous voyez, votez pas pour ceux qui étaient là parce que finalement c'est eux qui font la chicane et tout ça. Mon Dieu, quelle expérience pénible pour l'électeur et l'électrice, je trouve en général. Donc c'est ça, fait que je dirais feu rouge pour ça. Ouais. Je pense vraiment, tu parlais de démocratie tantôt, Christelle, puis il y a plusieurs variables à regarder pour la vitalité démocratique, mais en effet, ce débat hargneux, faut pas se poser la question après ça, pourquoi il y a de la violence aussi communicationnelle sur la rue, sur les réseaux sociaux. Ben en fait, c'est que malheureusement, le jeu, la joute qui nous est proposée, elle transparaît, elle se transpose ensuite dans la population. Ouais. Donc, c'est un peu le constat que j'ai fait pour les débats. J'ai noté quand même plusieurs choses, là, puis je vais essayer d'y aller quand même en vrac, mais il y a plusieurs éléments que j'ai quand même trouvés autour du ton qui étaient quand même intéressants. Donc, j'ai vu partout au Québec, là, tout ce que j'ai suivi comme campagne, des nouvelles voix qui émergent, des nouvelles voix qui demandent aussi d'élever le débat pour assurer une meilleure vitalité démocratique, mais aussi des échanges plus conviviaux et respectueux. On est en train de se présenter pour gouverner une municipalité, des fois de taille petite, moyenne ou très grande. Je veux dire, ça se peut pas qu'on en soit rendu, en effet, à ce niveau de bassesse. Il faut élever le débat. Il faut élever le débat. Il faut aussi inspirer les citoyens, les citoyennes. On en parlait la dernière fois, qu'il manquait d'inspiration. Exactement. Ça, c'était un peu mon feu jaune sur le ton de la campagne parce que, en effet, puis je comprends que il y a beaucoup d'enjeux du quotidien très concrets. Là, on parlait du trottoir tantôt qui a été refait ici à côté de la station de radio. Merci, Ville de Montréal. Mais au-delà de ça, en effet, moi, j'ai besoin, en tout cas, comme électeur, j'ai besoin qu'on me parle quand même d'une vision d'avenir, qui n'a pas besoin d'être dans 50 ans, je ne serai plus là, mais dans 5 ans, dans 3 ans, où est-ce qu'on veut amener ma ville? Comment cette ville-là va s'articuler? Comment les jeunes, comment les personnes marginalisées, les aînés vont prendre leur place? On n'entend pas ça souvent. Ouais. Évidemment, dans nos chambres d'écho, selon qui on suit, des fois, on est, je dirais, rassasié parce qu'on entend ce genre de propos-là. Mais posons-nous la question, est-ce que tout le monde entend ça? Bien entendu, non. Donc, c'est problématique. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Ben oui, parce tellement, que Christelle. Quand j'ai fait ma publication LinkedIn là, annonçant notre présence aujourd'hui, j'ai dit combien de fois allons-nous dire le mot piste cyclable? On était bon, on l'a pas encore dit. Pas encore une fois. Mais j'ai rebondi sur qu'est-ce que tu dis, Dominique, qui est vraiment important. Moi, je parle principalement pour la campagne électorale de Montréal, mais sinon, on a créé donc des clivages, malheureusement, entre les automobilistes, les cyclistes, puis les différents partis politiques ont contribué finalement à aller chercher donc une opposition dans ces idéologies-là. Donc la piste cyclable est devenue vraiment le symbole de cette campagne électorale. C'est comme démonisé. Pour ou contre la piste cyclable. Ensuite, est-ce qu'elles sont assez sécuritaires, ces pistes cyclables? Est-ce qu'elles coûtent trop cher? Et là, on a contre vents et marées, on a essayé de défendre les pistes cyclables ou dire que finalement, c'était pas une bonne idée. Mais malheureusement, on a cette tendance-là en politique
logistique. Même chose à Québec, entre le troisième lien puis le tramway. Le tramway qui est de la mobilité durable. Donc, on oppose ça, encore une fois, aux automobilistes, aux autoroutes, donc à ces projets d'infrastructure. Puis malheureusement, c'est des campagnes électorales qui ne créent pas du tout d'inspiration, comme tu dis, Dominique, mais on est vraiment en train on n'est pas dans le ensemble ici, là. On est en train de dire, on prend le camp, donc, soit des automobilistes, des cyclistes, et malheureusement, ça converge vers écolo ou pas aussi, veut pas. Et ça vient renforcer, finalement, ces différences qu'on a dans la société, puis ça nourrit pas du tout, justement, l'inspiration puis le collectif dont on a besoin dans cette campagne électorale-là. Je vous invite à aller écouter le débat de Québec, justement, sur l'enjeu du tramway, là. Il y a cinq candidates, là. C'est absolument, c'est un va-et-vient, un aller-retour, mais au final, en effet, on ne sait pas ce qui va arriver, puis on ne sait pas si on va avoir un projet structurant. Et ça m'apparaît, pour avoir voyagé un peu comme vous, j'imagine, là, en Europe et tout ça, puis on se dit, mais mon Dieu, on est loin, on est loin. Tu sais, une des solutions que moi, je me suis mis à réfléchir aussi en termes de recommandations ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir au lendemain d'une élection du 2 novembre. Puis une des choses qui m'apparaissait peut-être intéressante, puis je ne sais pas si ça a été vraiment exploité, mais plutôt que de partir des idées des partis ou des individus, pourquoi il n'y aurait pas un processus national avant une campagne électorale plusieurs mois d'avance, peut-être 2, 3, 4 mois d'avance, où on sonde vraiment la population largement pour entendre, en effet, leur expérience de citoyens, de citoyennes, que ce soit au niveau provincial, municipal, fédéral, peu importe, et qu'ils en arrivent à des propositions très concrètes et qu'on puisse publiciser, faire connaître ces voix-là, et qu'ensuite les partis politiques s'appuient là-dessus pour proposer leurs idées. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu utopique ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on serait plus proche d'une réalité plus que d'une idée de va-et-vient. Moi, je continue à croire, là, quand j'ai entendu dans un des débats, puis je nommerai pas les gens, là, mais moratoire sur les taxes, ci, ça, puis tu te dis, mais franchement, on l'a vu au Québec, ce que ça donne, des moratoires ou des arrêts de taxes. On vous redonne un 50$ dans vos poches, puis au prochain budget, il manque 12 milliards de dollars. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on n'est pas capable de réaliser nos projets. Il y a des choses comme ça qui ne devraient pas être possibles. Donc, comment on peut rapprocher les idées concrètes, les voix citoyennes, les récits de vie à quelque chose de probant et de pertinent? Ça m'apparaît être une voie, en tout cas, à exploiter. C'est vraiment intéressant, surtout, excuse-moi Maud de t'avoir coupé, mais surtout, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est utopique ou non? Je pense que le premier palier auquel il faudrait s'attaquer si on porte une solution comme celle-là, ce serait le municipal, ce serait le meilleur moyen. On utilise, puis le conseil jeunesse, on n'est pas le seul conseil jeunesse d'arrondissement. Non, on est le premier, certes, on a une grande fierté, mais il y en a, dans tous les arrondissements, sont dotés de leur conseil jeunesse. Fait il y a plein d'autres, il y a tellement d'organismes dans chacun de ces arrondissements-là qui peuvent venir outiller la population, dire, OK, à la place de faire, est-ce que c'est noir ou blanc? Donc, on parle aussi, les électeurs, on le voit, les candidats parlent des enjeux qui sont les plus chauds, qui vont être publicisés. Mais oui, mis à part, c'est un coup de marketing. Oui, exactement. À la place de penser à la communauté, comme tu disais tantôt, Dominique, le côté où on oublie le Montréal dans 50 ans. C'est le fun à voir dans 50 ans, mais en ce moment, nous, la jeunesse, on veut le voir là. On veut voir les changements tout de suite. Tout le monde veut voir les changements de suite. Donc, proposez-moi un plan qui a du sens, qui va pouvoir être formulé dans les 5 prochaines années, puis qui touchera pas nécessairement aux cônes, aux pistes cyclables ou à tout ce qui est en train de mobiliser un peu de droite ou gauche. Puis on le parle, je le vois, ce clivage. Puis je pense que les jeunes sont au courant aussi. Je pense que c'est aussi un frein à la participation des jeunes, parce qu'on se dit, c'est soit tu es dans la team piste cyclable, soit tu ne l'es pas. Donc, ces équipes-là se forment et on s'entête, on a des débats qui sont super intéressants. Puis là, on remarque, finalement, on dit la même chose ou on dit quelque chose de similaire. Je suis pas d'accord avec ce que tu proposes, mais l'issue reste la bonne. Oui, tellement. Il y a une notion qui est super importante, c'est l'imputabilité aussi, puis la transparence. Parce que moi, dans cette proposition-là, ce qui peut être intéressant, c'est de monitorer quand même l'état d'avancement de ce qui a été proposé. Oui. La population a demandé ça. Est-ce que ça avance, ces dossiers-là? Où est-ce qu'on en est rendu? Et que les élus soient imputables, en effet, là, de oui, on l'a fait ou non, on l'a pas fait, puis pourquoi?
ça m'apparaît important parce que cette désillusion, ce désintérêt se manifeste en effet par ces grandes idées qui sont lancées, des fois de petites idées, mais des idées porteuses, mais qui finalement se réalisent jamais, puis on comprend pas pourquoi, puis on dit, mais c'est du pareil au même. Ça, j'ai entendu ça là, 1 million de fois depuis 2 semaines. Catherine Fournier, elle a été bonne pour faire ça. Catherine Fournier, elle a présenté sur ses réseaux sociaux, puis je pense que c'est un bon point aussi. Tantôt, on en parlait, mais Catherine, elle a présenté, elle a fait des petites capsules, justement, sur Instagram, principalement. Puis, elle disait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté l'appel de projet pour, admettons, ce feu de circulation? On découvre que l'appel de projet, coûte 1,8 million de dollars selon Lampadaire. La pédagogie. Ouais, voilà. Donc, elle vient justement venir démocratiser, puis je pense que c'est un exemple sur que toutes les municipalités à travers le Québec devraient avoir cette transparence-là, parce que la transparence, la confiance et l'imputabilité, c'est des notions qui sont hyper importantes pour les jeunesses, en fait pour tout le monde, mais particulièrement pour cette jeunesse qui perd confiance envers les gouvernements. Mais il y a beaucoup de cynisme ambiant à cause de ça, justement, parce qu'on se fait promettre des choses, puis finalement, ça n'arrive pas. Oui, puis qui a envie de voter pour des gens qui se bagarrent sur des bagatelles, on dirait, puis c'est une guerre de pouvoir, alors que vous devriez être là pour nous. Encore quand plus. tu dis d'écouter la population puis de ramener, faut qu'on s'identifie à ce qui est présenté. Présentement, il y a personne qui s'identifie, encore moins les jeunes, si je peux me permettre. J'ai l'impression. T'as raison. On s'identifie pas, puis que ce soit à n'importe quel palier, parce que on a grandi avec ces clivages-là, puis qui sont de plus en plus importants, puis surtout depuis la pandémie, on va pas se le cacher, mais on a comme cet accès à l'information, mais on a cette désensibilisation-là parce qu'on est trop sollicité. Oui. Il y a comme... C'est compliqué, Totalement. là. C'est compliqué, puis c'est simple à la fois. Vas-y, Christelle. Tu as dit, je sais pas si c'est le mot sensationnalisme ou tu as utilisé, là, mais je trouve que des fois, justement, oui, on devrait avoir ce système de consultation davantage avant de lancer nos plateformes électorales. Ça, je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, aussi, on dirait, pour aller chercher des votes, on oublie qu'est-ce qui a bien fonctionné. Quand on regarde, là, on revient au vélo, mais la part du modal du vélo les dernières années a passé de 6% à 11%. C'est pas rien. C'est énorme. Et là, quand on me dit, ah non, il faut faire en sorte d'enlever des pistes cyclables puis qu'il y ait moins de vélos à manger, je suis comme, OK, attention, là. Il y a des choses qui fonctionnent. Peut-on construire là-dessus? Et ça aussi, ça contribue au cynisme de dire, le parti arrive ou promet de défaire des choses qui fonctionnent déjà, mais au nom que c'est pas son parti qui a mis ça en place. Oui. À un moment donné, est-ce qu'on veut construire de cette façon-là la société? On parle de durabilité. On est en train d'essayer de pas de minimalisme, mais d'essayer justement d'être plus éthique, de faire attention à qu'est-ce qu'on construit pour mieux voir vers l'avenir. Puis ça fait partie, en fait, du cynisme, assurément. Et moi, j'ai tombé sur une publication d'Action Montréal. On sait que le Bixi d'hiver a bien fonctionné. On est passé de 35% en 2025 à 61% d'usagers du vélo d'hiver qui ont essayé le vélo d'hiver grâce au projet pilote de Bixi Montréal. Et là, tu as Action Montréal qui est comme, oh non, moi, il y aura plus de Bixi d'hiver si je suis élu. OK? Fait que moi, des déclarations de cette façon-là, ça, pour un moment, ça m'enlève le goût de voter pour un parti comme ça. Ça l'enlève la crédibilité. C'est qu'on construit même plus sur les choses qui ont bien fonctionné. Qui répondent aux besoins d'une population. Qui répondent aux besoins de la population. Mais au nom de quoi? Ben, au nom de dire, mais moi, je vais faire plaisir aux automobilistes qui peut-être en ont marre de ces vélos d'hiver. Mais à un moment donné, est-ce que c'est la bonne façon de diriger ou même de mener une campagne électorale? Moi, je trouve que ça enlève énormément de crédibilité au parti. On se retrouve encore dans l'opposition de choses au travers desquelles on pourrait trouver lieu comme tu sais, 6 mois par année, ces pistes cyclables-là vont pas être utilisées. Alors, pourquoi pas justement essayer de on l'a vu, je me rappelle plus où, il va falloir vérifier par contre, là, mais on avait entendu parler d'une subvention justement pour les vélos d'hiver. On l'a vu avec Bixi. Mais apparemment, il y a d'autres municipalités qui pourraient se doter de ces subventions-là. Puis, on se dit, il y a des personnes qui se plaignent par rapport aux pistes cyclables. On tourne autour du mot, on a dit, c'est ça. Finalement, combien de fois on l'a dit aujourd'hui? Voilà, je calculé. Mais tu sais, on se dit, OK, il y a du monde qui se disent, bon, ces pistes cyclables-là sont pas utilisées une partie de l'année à cause de notre 4 saisons. Alors, pourquoi pas bâtir sur un projet qui avait super bien fonctionné? Puis pourquoi se dire, on va tout détruire pour reconstruire? C'est super pertinent ce que vous dites, parce que je trouve que puis surtout pour nous, moi, ça m'impacte encore plus, c'est... nous, on va grandir dans cette ville-là. T'sais, nous, on va continuer. On ne fait que commencer. Puis l'implication des jeunes est retenue. C'est des freins parce qu'on se dit, mon Dieu, on va se faire des ennemis. On va se mettre tout le monde à dos. Il faut déconstruire pour reconstruire. C'est pas un contexte favorable. Non. Exact.
Oui, absolument. J'avais juste envie de parler encore de l'expérience électeur parce que... Tu sais, c'est sûr que quand on regarde, là, je regarde la situation, par exemple, du plateau Mont-Royal, puis il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire, bon, évidemment, c'est des gens du plateau, des gens vélo. Oui. J'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture hybride il y a 10 ans. Et tantôt, on parlait de sobriété joyeuse. Ben moi, je parlerais ici de l'indice du bonheur citoyen. Alors, mon indice de bonheur citoyen a augmenté depuis 10 ans de manière importante. Pourquoi? Ben j'ai fait le choix. Puis peut-être que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, mais moi, j'ai fait le choix de travailler dans mes recherches d'emploi à être à moins de 2 km de mon travail, à utiliser le Bixi jour et nuit quand c'est possible, à pouvoir marcher le plus possible dans ma ville et à faire mes achats de proximité localement parlant. Oui. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais je pense que ça, c'est certain. Ce modèle-là, quand même, d'une ville où je me souviens à l'époque, je me souviens pas c'était qui, c'était peut-être Luc Ferrandez, mais qui parlait de la capacité de tout faire à 10 minutes autour de la maison. Là. Ça devrait être un levier ou en tout cas un indicateur du développement de nos artères commerciales, de nos quartiers. Parce que quand on est capable de tout faire à proximité, ça change la manière de te déplacer, ça change la manière de te comporter dans ton quartier, dans ta municipalité. Donc, et pourtant, une construction de base comme ça, on le voit nulle part. Exact. C'est pas discuté. C'est pas intéressant. Je pense pas c'est pas sexy. Le fameux 10 minutes, je pense pas que j'ai entendu ça. En tout cas, j'ai pas entendu ça souvent. On parlait de vision, on manque d'inspiration envers ces élus-là. Puis moi, je trouve si quelqu'un demain matin me propose un plan comme celui-là, je me dis, cette personne a pensé à ses affaires. Exact. Cette personne a pensé au bien commun, au bien de la communauté qui l'entoure, que ce soit au niveau de la ville de Montréal ou que ce soit au niveau des arrondissements. Je trouve ça tellement important parce que on retourne, mon Dieu, je dis 8 fois les mêmes choses, mais le villageois, on revient sur notre villageois, il est important. Le tissu social et tout ce qu'on va créer, puis c'est à travers la politique que ça devrait se construire aussi, et présentement, pas du tout, ça s'effrite de jour en jour, c'est érodé de partout. Mais on s'entend, tu sais, on peut pas faire ça non plus juste pendant les campagnes électorales. Tu sais, je parlais d'élections de Montréal tantôt, puis il faudrait creuser pourquoi ils ne le font pas, et ça coûte cher et tout ça, mais ces idées-là de démocratie, du collectif et tout ça, il faut nourrir ça, là. Donc, à l'année longue, on peut pas juste arriver en campagne électorale puis dire « let's go, on veut être inspirant, on veut rêver, on veut avoir une démocratie ». C'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut s'en occuper de tout ça à l'année longue. Là, il nous reste 5 minutes avant la fin de ce trio politique. Alors, si vous avez des incontournables, c'est le temps. Ben moi, j'irai de quelques recommandations après tout ce qu'on vient de se dire. En tout cas, j'ai quelques recommandations que j'adresserai, ou sinon je me propose comme ombudsman des élections au Québec. J'ai déjà un directeur général des élections, mais quelqu'un qui me pose un méta-regard sur tout ça. Donc, dans mes recommandations, il y a les suivantes. Donc, de mettre sur pied un groupe de travail transpartisan pour identifier des pistes d'amélioration quant au taux de participation aux élections municipales, mais aussi pour favoriser un climat social plus respectueux entre élus, mais aussi entre élus et citoyens. Ouais. Donc déjà, là, je pense qu'on en parle suffisamment et il va falloir poser des actions concrètes. Ensuite, je dirais de développer des outils d'information, de communication et d'échange permettant des suivis plus fréquents avec les citoyens et une plus grande imputabilité quant aux projets proposés, notamment les fameuses promesses électorales, sur, par exemple, qu'on retrouve l'ensemble des propositions puis le monitorage sur un seul et unique site pour nous permettre de ne pas se casser la tête. Là, c'est électionsmunicipales.qc.ca, là, puis on s'en va là-dessus, puis on tape le nom de notre municipalité, on regarde c'est quoi les promesses, on regarde l'état d'avancement des projets. Puis à la prochaine élection, on se simplifie beaucoup la vie. Puis peut-être qu'on n'aura pas besoin de bombarder nos rues de pancartes parce qu'on aura déjà des indicateurs qui nous permettent de savoir vers qui j'ai envie d'aller. Je vais rapidement de quelques autres qui m'apparaissent importants. Explorer de nouvelles façons de faire quant au débat pour assurer des échanges plus constructifs, des débats d'idées plus inspirants et le respect entre candidats. Parce que j'ai participé aussi à des débats physiques, là. Puis je sortais de là un petit peu découragé. Je m'ouvrais une petite bouteille de vin en rentrant à la maison et je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Il y a quelque chose à investiguer de ce côté-là. Sinon, mettre sur pied une commission parlementaire transpartisane, encore une fois, sur les violences haineuses sur les réseaux sociaux. Là, je pense que là, on a atteint un point de saturation, un point d'inacceptabilité sociale. Je l'invoque moi-même, là, mais je pense... Puis là, je parle de campagne électorale, mais je parle en général, là, le niveau d'invectivation a dépassé, selon moi, le seuil tolérable et acceptable. Et il y a un principe qui dit qu'on est capable de tout le temps changer un peu les bases de référence, là, le fameux shifting
baseline, et en fait, qui fait en sorte que quand on tolère des choses, bon, après ça, on a un niveau de tolérance plus élevé. Et là, je pense qu'on a atteint le point de saturation de l'inacceptabilité, et il va falloir sévir par rapport à ça. Je terminerai avec une chose, parce que ça a été dit par plusieurs candidats qui ont malheureusement déserté, parmi les 1082 qui ont démissionné de leur poste lors du dernier mandat, là, sur les 7800 quelques candidatures élues et élus. Mettre en place un programme de formation initiale pour les candidats, mais aussi un programme de formation continue pour les élus. J'ai l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Une jeune élue, notamment à Chibougamau, Chappais, la jeune Isabelle Lessard, là, qui a démissionné après 2 ans, après les incendies de forêt catastrophiques, puis qui se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis comment je suis préparé à ça? Je pense que les élus vont faire face à des enjeux de plus en plus complexes, notamment liés au changement climatique, mais aussi à cette haine sociale qui fait en sorte qu'il va falloir être mieux backé, préparé, soutenu pour faire face à tout ça. Merci Dominique. Christelle, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, sinon que... C'est tellement beau, qu'est-ce que tu dis, Dominique. C'est tellement... j'appuie toutes tes idées, vraiment. C'est très bien réfléchi. Sinon, d'encourager vraiment les gens à aller voter le 2 novembre. Allez-y. Comme, je pense qu'on a commencé notre discussion en disant ça, mais on a besoin d'aller voter. Puis, comme je dis souvent, aller voter nous permet de chialer après. Voilà. C'est le fun. On peut chialer, mais on a voté au moins. Exercer votre droit. Et Tori, moi, ce serait exactement la même chose. C'est juste d'encourager surtout les jeunes aussi. N'hésitez pas. Informez-vous. C'est important. Variez vos sources. Les médias sociaux ne sont pas la seule source d'information. Puis, renseignez-vous et sinon, impliquez-vous dans votre communauté. Je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Ouais, exactement. Merci Maude. Merci à tous les trois. C'était un super trio politique. Je pense que je vais vouloir refaire ça dans le futur. J'ai vraiment aimé ça. On peut en parler à l'extérieur des campagnes électorales. Aussi, tellement. C'est ça que je pense peut-être instaurer. Donc, on est en compagnie de Christelle Marilène Papineau, qui est fondatrice de Rose sur Vert Communication, Tori Bouchard-Côté, présidente du Conseil jeunesse de Verdun et étudiante en pratique de communication à l'Université de Montréal, ainsi que Dominique Vézina, qui est entrepreneur social et observateur politique pour les fins de cette émission. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne élection.